Cette semaine, à l'épisode 28 de Retour sur l'investissement, présenté par le Collège de la MREX, moi-même, Nicolas Ray, PDG de la MREX, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Martin Gauthier. Martin a été étudiant au sein du certificat en ingénierie financière et au sein de la première cohorte de la Meurthe Multilogement. Martin est restaurateur, entrepreneur et investisseur immobilier. C'est un homme qui va venir vous partager son expérience et sa sagesse. Et je vous jure, vous devez d'écouter l'épisode au complet. Alors, bonne écoute. Salut Martin! Salut, Comment Nicolas. ça va? Ça va super bien. Good! Un été fantastique. Tu brasses ta chaise. Je là. sais. Là, en plus, quand tu me l'as dit, là, je me suis dit, oh non! J'ai commencé à tourner déjà. C'est un défi, là. C'est un défi. Ouais. Moi, j'ai pas bougé encore. Non. Je vais en bouger encore. C'est pas grave. Anyway, de toute façon, la plupart du monde nous écoute en podcast, fait qu'ils ne nous voient pas. C'est juste le monde sur YouTube puis sur Facebook qui nous voit. On a des chaises qui tournent. Ouais, on a des chaises qui tournent. Mais je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui. Merci beaucoup Avec plaisir. d'être venu puis de te prêter au jeu. Je pense que les gens ont vraiment à découvrir puis peuvent apprendre de ton parcours d'investisseur immobilier puis d'entrepreneur, ultimement. Puis moi, j'ai pu te connaître dans la première cohorte de la Meurthe l'année passée. Puis immédiatement, je savais qu'il y avait vraiment de quoi d'intéressant chez toi. Raconte-nous un petit peu ton histoire en tant qu'entrepreneur et investisseur. C'est d'où que c'est parti? Comme entrepreneur, moi, j'ai commencé très jeune. Secondaire 4, j'ai un chum qui débarque, qui disait hey, il y a un projet qui s'appelle Jeune entrepreneur. On s'inscrit après l'école, là, c'est une activité parascolaire, puis là, on fait une business. Ah ouais, OK. 6 mois plus tard, on était à la tête d'une compagnie de sérigraphie. Le projet jeune étudiant, jeune entrepreneur avait été terminé. On avait fait ce qu'on avait à faire là-dedans. Ouais. Puis on est resté 3 associés à continuer ma première compagnie, en fait, qui s'appelait Sérigraphie Grafolie. J'ai été là-dedans pendant 4 ans. De la guenille, encore de la guenille, là, matin, midi, soir. Jusqu'à l'âge de 20 ans environ? Oui, jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis en fait, dans cette dernière année-là, qui a précédé le moment où j'ai vendu mes parts à mes associés, je réalisais que mes associés avaient le goût de devenir les rois du T-shirt. Ouais. Je trouvais ça un peu ordinaire à 19 ans de devenir le roi du T-shirt. T'sais. mais bon, eux autres, ils voulaient ça, fait que j'ai vendu. Puis en fait, je leur avais proposé d'ouvrir d'autres commerces, puis tu sais, qu'on se prenne chacun un commerce, puis qu'on soit 3 associés, 3 commerces. Finalement, ils ont refusé, et c'est là que j'ai parti solo, l'Auberge du Dragon Rouge, qui a été mon premier restaurant, là, qui fête son 26e anniversaire là, dans à peine un mois. Qui est un restaurant artistique à Montréal. Exact, un restaurant thématique médiévale, Ouais. qui est dans le nord de la ville. Donc, Les gens qui écoutent, là, si vous n'êtes jamais allé, là, vous devez aller là. C'est une expérience comme nulle autre. Là. Je me rappelle la première fois que je suis allé là, on est allé avec tous les étudiants de la première Meurthe. Oui, c'est une belle soirée. Tout le monde a trippé. Là, c'est vraiment une expérience. Puis là, tu sais, j'arrête là, dans le sens où, tu sais, on pourrait dire thématique ou médiéval, mais c'est vraiment juste une expérience. C'est clair. On amène les clients souper à la maison, puis on reçoit nos invités, nos hôtes, comme on aimerait être reçu quand on va en visite chez des amis. Ouais. Plus, évidemment, l'animation, les spectacles, tout ça. Donc, ça fait 26 ans que je fais ça. À travers ça, il y a eu une boutique. Finalement, il y avait eu 2 boutiques. Finalement, on manufacturait des vêtements qu'on vendait un peu partout au Canada et aux États-Unis. À travers ça, il y a eu une autre compagnie qui s'appelle Oye, qui est notre maison de production d'événements. Donc, dès que ça se passe plus dans les restos, dès qu'on se déplace, c'est Oye qui rentre en scène. Fait que festival, mariage, party corpo. Puis finalement, le dernier projet que j'ai mis en place, ça a été le Cabaret du Roi, qui est un autre restaurant thématique. Oui, ton deuxième restaurant. C'est ça qui était dans le Vieux-Montréal à l'époque, là, avec une thématique de pirates. Ça a fermé en 2015 parce que des travaux d'infrastructure majeurs nous auraient empêché de continuer à gagner notre vie là, dans le Vieux-Montréal. Puis là, tu buvais trop de rhum aussi. Là, fait que on buvait quand même pas mal de rhum à l'époque. On n'a pas vraiment arrêté de boire du rhum d'ailleurs, mais bon, c'est un autre sujet. Les plaisirs de la vie. Ça sera dans une autre capsule. Ouais. On parlera capsule immobilier spirituel. Immobilier Antilles. C'est ça. Fait que là, puis parallèlement à ça, c'est là que tu es embarqué dans l'immobilier? Bien, je suis embarqué dans l'immobilier un peu par hasard, entre guillemets. Bon, déjà, j'ai acheté une maison, une résidence perso en 95, mais début de 2000, en fait, 2003, je pense, 2002, la propriétaire de l'immeuble dans lequel on avait notre boutique, qui était aussi notre maison mère, notre entrepôt puis notre atelier de production, nous dit je renouvelle pas votre bail qui finit dans 6 mois, puis j'ai mis l'immeuble en vente. Voici la carte de l'agent immobilier.
Surprise. Surprise, ça fait 8 ans qu'on habite en dessous de chez vous parce qu'elle habitait au 4e étage de l'immeuble. Ça fait 8 ans qu'on se voit tous les jours. Ça ne tentait pas d'avoir une conversation, mais non, elle était vieille. Puis, tu sais, c'est la mentalité de ça prend un courtier absolument, sinon il n'y a pas de deal. Oui. Puis vous autres, c'est trop jeune dans ses yeux pour être sérieux. Je ne sais même pas ce qu'elle s'est dit vraiment, mais en tout cas, elle nous a quand même avisé qu'elle vendait. Mais là, ben, déménager une boutique, puis une maison mère, puis tout un, tu sais, il y avait un gros coût association, on estimait à peu près à 200 000. L'immeuble valait 400. On a fait un pitch à 400. Fait que, j'avais une évaluation à 3,95, elle avait une évaluation à 405. Okay. J'ai payé 400. Puis mon associé à l'époque n'avait pas d'argent pour embarquer dans l'achat d'immeuble. La compagnie non plus, fait que j'ai acheté perso. Okay. Puis je me suis retrouvé propriétaire d'un triplex, mais avec un commercial 2 étages, donc un quadruplex, entre guillemets. Là. Sur un entente principal. À Saint-Denis-Coinvoie, là. Prime spot. C'est assez prime spot. Là. Ouais. Saint-Denis a mangé des coups dans les dernières années, mais ça reste que ça va toujours rester une grande rue de Montréal. Ouais, là, c'est en reconstruction, mais bon, moi, je suis là depuis 2004, alors je m'inquiète pas. T'sais, le gars qui a acheté il y a 3 ans, lui, il est en train de se manger à la main, là, mais moi, j'ai acheté quand 1, c'était pas cher, puis 2, ben, tu sais, 15 ans quasiment plus tard, l'immeuble est payé. Là, Donc, ouais, fait que je me suis retrouvé avec un triplex semi-commercial. Puis là, on a été là plusieurs années. On a fermé en 2006 ce commerce-là. Puis après 2006, mais là, je me suis retrouvé vraiment landlord, là, entre guillemets, dans le sens où là, j'avais des locataires. Un locataire commercial, 2 locataires résidentiels sur les étages en haut. Et ben, j'ai comme eu un peu la piqûre pour un paquet de raisons. D'abord parce que c'est... Dans mon œil à moi de restaurateur, c'est relativement simple de faire de l'immobilier. Ouais. Pour moi, c'est une opération simple. On fait 40 000 repas par année au resto. Quand on avait rien qu'un, on était comme à quasiment 75 000 quand on avait 2 restaurants puis les services traiteurs qui roulaient autour de ça. C'est beaucoup, là. Puis, ben oui, puis tu te pitches à terre pour 50 $. Ouais. T'sais, le monde te pile dessus, puis te met une étoile sur Yelp, puis t'envoie chier quasiment à bout portant sur ta page Facebook pour 50 $. Des marges de profit minimes. Pour des marges de profit ridicules, puis pour une quantité de coordination faramineuse. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ah, ben je reçois à souper. Ah ouais, combien? Ah, 400. 400? Ouais, au parc. Comment 400 au parc? On s'en va en pique-nique, puis on invite 400 amis à souper. Ça, c'est le quotidien du service traiteur. Des fois, c'est un peu exagéré, mais bon, j'étais là-dedans. Donc, l'immobilier, pour moi, c'était comme un changement de rythme. Tu rencontres un client, tu signes un bail pour, sur Saint-Denis, là, 12, 14, 15 000 par année dans le résidentiel parce que les appartements sont à 12, 13, 1400. Puis là, ben, c'est fini. Tu n'en entends plus jamais parler. Le gars, il rentre dans son appart, il t'envoie une série de chèques où il te fait des virements maintenant, puis c'est tout. Fait une entreprise vraiment de simplicité versus la restauration. Oui, puis il n'y a pas d'employés. Puis de sécurité aussi, probablement. Je n'ai jamais vraiment pensé à sécurité à proprement dit. J'ai appris récemment que l'immobilier était juste après les bons du trésor dans l'échelle de risque. Ouais. Je n'avais jamais réfléchi à ça, mais je me disais juste le retour sur le temps investi est phénoménal. Puis quand tu es entrepreneur, ou peu importe quel autre métier tu peux faire, les professionnels, c'est toujours ton temps qui compte à la fin. C'est toujours la quantité de temps dont tu disposes qui va déterminer ton revenu. C'est clair. Puis les professionnels ont une malédiction, médecins, avocats, notaires. Ils travaillent à l'heure. Bien, ils travaillent à l'heure. S'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent. Puis s'ils ne sont pas là, ils n'ont pas d'argent. Puis si c'est un adjoint qui le fait à leur place, ça vaut moins cher que quand c'est eux autres. C'est clair que ça fait en même temps pour les professionnels, mais en même temps, je pense que de l'autre côté de la médaille, ça permet aux professionnels d'être plus conscients de la valeur de leur temps, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs immobiliers qui, trop souvent, ne considèrent pas la valeur de leur temps, parce que, justement, ils ont peut-être jamais pris le temps de le chiffrer ou ils n'ont pas été obligés de le chiffrer. Puis, nous, on a déjà eu cette discussion-là, vraiment le coût d'opportunité ou le coût de renonciation. Il y a une grosse courbe là-dedans, je pense, Nicolas, à un moment donné, où il faut que tu acceptes de pas ou d'être très, très peu payé à l'heure. Puis à un moment donné, ça devient une courbe un peu exponentielle dans le temps. Pour te faire. Pour te faire, exactement. Clair. Puis je pense que dans la courbe exponentielle, en immobilier, je vais toujours arriver en avant de n'importe quel médecin ou de n'importe quel avocat, à terme, évidemment. Là, ça prendra encore des immeubles avant que j'y sois. Mais moi, j'ai pas beaucoup d'appartements, mais j'en ai 14 pour les fins du vidéo. J'ai 14 unités plus un commercial, plus un deuxième restaurant commercial que je viens d'acheter.
Il y a des mois où je travaille une poignée d'heures, mais une poignée comme 3 ou 4, c'est tout. Puis là, tu fais, ah ouais, j'ai généré tout ça pour 3 ou 4 heures de boulot. Ça devient hyper intéressant à ce moment-là. Quand la mécanique est bien huilée, évidemment. C'est clair. Puis c'est scalable dans le sens où ça peut continuer à grossir. Si ça prend un deuxième gars pour s'occuper de la perception des loyers, bien, c'est encore facile. On n'a pas besoin d'aller chercher une vedette. On n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui a des compétences extraordinaires pour faire ça. On a besoin d'un commis qui encaisse puis qui, une fois de temps en temps, voit un avis pour dire hey, on n'a pas reçu votre paiement, c'est normal, bon, on peut faire des suivis. Mais je trouve que bref, ça m'a fasciné, en fait, de la simplicité puis du retour sur le peu d'investissement en temps que je mettais là-dessus. Puis là, ça m'a mis un peu sur l'oreille. Je me suis mis à chercher. Ça a été un peu long le processus, mais en 2010, j'ai acquis un deuxième immeuble, un 12plex dans Hochelaga Maisonneuve. Puis là, j'ai vraiment eu à piqûre parce que là, je me suis rendu compte que non seulement le 12plex, c'était pas vraiment plus d'ouvrage que le triplex, il était bien plus payant, là. C'était bien plus payant. Et voilà, après, j'ai fait... Ça me fait penser à deux sujets quand même, vraiment intéressants. Puis nous, on a déjà eu cette discussion-là ensemble. Puis c'est le fun que maintenant les gens puissent un peu entendre la discussion. C'est, premièrement, d'être entrepreneur, le fait d'être restaurateur. Tu es déjà habitué un peu à monter une organisation puis à comprendre que tu peux pas tout faire. Puis c'est pas payant pour toi de tout faire. Puis ça se peut que, oui, tu pourrais tout faire, mais ultimement... tu ne pourras jamais grossir, puis tu ne pourras jamais ultimement atteindre une certaine liberté ou une flexibilité si c'est toujours toi qui fais tout. Je pense souvent aux propriétaires qui veulent jamais dans la gestion, sont gestionnaires, sont concierges, ils tondent le gazon, ils sont plombiers. C'est correct. Il y a un moment pour le faire, comme on disait tantôt. Ouais. Je pense qu'à tes débuts, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, il faut que tu te fasses. Puis le sweat equity, donc le temps, le temps de ton temps que tu échanges contre de la monnaie éventuelle, oui, ça vaut la peine, mais à un moment donné, il faut que tu fasses la transition de travailleur autonome ou propriétaire de bloc à entrepreneur, investisseur immobilier. Exactement. C'est clair, la restauration, c'est un sport d'équipe. Tu vas pas... Comme l'immobilier. Oui, mais dans l'immobilier, tu peux avoir l'illusion que c'est un sport solo. Oui, c'est clair. En restauration, tu n'as pas d'illusion. Quand tu ouvres la porte, il y a 60 clients qui débarquent. Le resto va te casser en deux. Tu vas être cassé en deux avant le resto probablement, mais oui, ça tout va casser. Alors moi, j'ai appris à travailler en équipe, j'ai appris à organiser le travail, j'ai appris à planifier le travail. Dans un resto, là, la grosse majorité de ce qui se passe avant l'ouverture des portes. La mise en place, pas de mise en place. Pas de restaurant. Quand le monde arrive, c'est pas le temps de commencer à cuisiner. Quand le monde arrive, c'est pas le temps de commencer à placer la salle ou de se brosser les dents. Quand la porte ouvre, il y a déjà des dizaines, des centaines d'heures, peut-être des fois dans une journée, qui ont été passées avant qu'on ouvre la porte, en mise en place, en ménage, en tout ça, pour arriver à livrer le service. Fait que moi, c'est des processus, encore une fois, pas naturels, parce que je les ai appris, mais c'est des trucs que je possède déjà, que c'est déjà acquis, ça. Quand j'arrive en immobilier, sur un projet, j'ai des réflexes d'organisation, j'ai des réflexes d'automatisation, j'ai des réflexes de classement. J'ai déjà un système. Le premier jour, j'avais un système de classement, de registre des loyers, de balance de vérification, de comptabilité. On a un contrôleur chez nous. On a tout mis en place un système, dans le fond, pour faire le suivi. Alors, c'est des choses, des fois, qu'on va oublier parce que, encore une fois, tu as un triplex, puis un triplex, c'est facile, tu peux probablement tout calculer dans ta tête à la fin de l'année. C'est clair. Mais à un moment donné, ça se met à plus fonctionner, ce système-là. Puis c'est là que l'équipe devient essentielle. Puis la transition est toujours difficile. La croissance, ça s'accompagne souvent de crises de croissance. C'est pour ça que c'est important, je pense. Puis il y a un super de bon livre, là, hyper connu en affaires, qui s'appelle E-Myth, qui a été écrit par Michael Gerber. Puis le livre est sur tout comment, pourquoi les petites entreprises ou les travailleurs autonomes ou les entreprises de 2-3 employés finissent par toujours mourir. On entend souvent la statistique qu'une entreprise ne dure pas 5 ans. Puis en fait, c'est cette incapacité-là de bâtir une équipe ou une organisation pour scaler tout ça. Puis je pense que ça, c'est super intéressant. Puis même si tu commences avec un triplex ou un 5 logements ou un 8 logements, tout de suite d'avoir une mentalité de, je le dis souvent, de PDG de ta société immobilière. Même si tu as un 6 logements et que tu l'as en nom personnel, ça reste que c'est une entreprise que tu as achetée. C'est pas l'entreprise la plus complexe au monde. Non, mais c'est pas... C'est pas un restaurant, mais ça reste que c'est une entreprise. Puis si tu peux déjà avoir la mentalité d'entrepreneur, la transition va être moins difficile plus tard, puis la croissance, ça va être moins difficile aussi. Je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord. Puis quand on arrive à replacer des trucs
5, 7, 10 ans plus tard, c'est beaucoup plus coûteux, c'est beaucoup plus... c'est dur de faire ça après. Bien plus facile de commencer sur une belle structure droite que d'essayer de remettre un machin qui est croche, là, tout craque. Puis moi, je l'ai vécu corporativement, de replacer ça comme il faut, de remettre mes structures corporatives à jour. J'aurais aimé ça que mon comptable à l'époque, j'aurais aimé ça j'avais pas de fiscaliste, mais que mon avocat à l'époque me dise « Regarde Martin, là, tu es au moment où ça va devenir juste un peu trop gros, prends 5 minutes, mets 15-20 000 sur la table, on va tout placer ça comme il faut, puis là, tu vas être parti. » Mais ça, c'est dur à faire. C'est dur à faire parce qu'on n'a pas d'argent. Ah oui, on n'a pas d'argent, puis on pense court terme. Oui, puis c'est l'année où tu te dis hey, « je vais prendre un bonus, je vais aller en vacances », puis là, le gars dit « non, pas cette année encore, tu vas encore attendre parce que cette année, on restructure corporativement, on sépare les entités, puis on met en place des fiducies, puis j'aurais peut-être dit non. Ouais. Mais il y a quand même personne qui me l'a dit. Il y a quand même personne qui m'a levé un drapeau pour me dire hey, regarde, là, dans le prochain step, là, ça va commencer à pousser croche ton affaire. Ça va coûter cher de se ramener. T'sais. Puis je trouve que ces affaires-là, les structures organisationnelles, toute la portion corpo de la business, la portion technique, légale, tout ça, en tant qu'entrepreneur indépendant, souvent, des entrepreneurs, on n'est pas les spécialistes de la grosse formation à pu finir. Puis, on est du monde d'action, on y va sur le tas. Là, tu fais « Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave », mais ça finit tout le temps par te rattraper. Apprendre sur le tas. Puis ça finit toujours par coûter bien plus cher que si tu l'avais fait comme il faut dès le début. Puis je pense que ça, c'est un conseil à donner à tout le monde. Porter un petit peu plus d'attention à ça. Pas trop, il ne faut pas que ça te paralyse, mais... On ne dit pas d'aller faire un bac, puis un MBA, puis un PhD, mais de prendre le temps de bien s'éduquer, puis de mettre des choses en place. Puis de mettre un budget pour ça. Ça prend de l'argent. Il y a de l'argent à mettre sa structure corpo, il y a de l'argent à mettre sa portion légale des entreprises. On ne veut pas parce qu'on a l'impression que ça ne rapporte rien. Ça ne va rien rapporter rapidement, mais ça va finir. Le dividende se paye à la fin quand tu essayes de sortir, quand tu essayes de revendre, quand tu essayes de transférer, quand tu essayes de rouler des actions, rouler des immeubles. C'est là que ça devient. La meilleure façon de perdre 100 000 en immobilier ou en affaires, c'est d'essayer de chipper sur 1000. Oui, exact. C'est tant que tu ne l'as pas fait que je pense que tu ne comprends pas réellement la validité de cette affirmation-là. Il y a des économies qui ne valent pas le coup. Non, carrément. Là. Ça vient toujours te repogner plus tard. Puis, malheureusement, les gens sont souvent très naïfs puis ils sont ignorants par rapport à ça. Puis ils se disent ça, peut-être pour lui, mais pas pour moi. Moi, je vais faire ça de ma manière. Je vais apprendre sur le tas. On le voit souvent, ça. Apprenez sur le tas. Pas besoin de te structurer, pas besoin de t'entourer, pas besoin de t'éduquer. Tu l'apprendras sur le tas. Oui, sauf que ça va être beaucoup plus coûteux en temps, puis en argent, puis probablement en stress, puis en énergie. Oui, puis éventuellement, il y a des erreurs que tu ne peux pas rattraper. C'est ça. Puis à un moment donné... Il y en a qui sont fatales, c'est clair. Puis l'autre point aussi à laquelle que tu me fais réfléchir, c'est, tu sais, à un moment donné, c'est facile de tomber dans la game de l'ego, dans la game de la croissance, puis tu sais, on en veut toujours plus. Combien de portes que tu as? C'est quoi le nombre de portes? Puis là, les gens sont comme « Ah, moi, j'ai 160, moi, j'ai 50. » C'est rendu qu'on dirait que c'est quasiment mesurer... c'est un concours. C'est un concours mesurer notre valeur en nombre de portes puis la quantité, mais toi, tu as une vision un peu différente. Moi, j'ai plus le goût de te demander combien tu as pris de jours de vacances cette année. Combien tu as passé de temps avec ta blonde, tes enfants puis tes amis. C'est quoi le dernier vin que tu as bu? T'as-tu lu cette semaine? As-tu consommé? J'aime pas le mot consommer, mais as-tu pris le temps d'aller regarder une œuvre, d'aller regarder d'aller te faire masser ou machin? J'ai pas mal plus sa qualité de vie que sur l'argent. Ceci étant dit, j'ai travaillé comme un esti de chien sale. Là, OK? puis le monde qui me connaisse vont dire voyons donc, Gauthier, fais-nous pas croire que tu travailles pas. Là. On sait que tu travailles. Faut sacrifier puis il faut de la discipline. Mais je l'ai fait dans des années où comme entre guillemets, personne ne regardait pas. J'ai commencé, j'avais 16 ans. Tout le monde se foutait un peu de j'étais qui puis je faisais quoi. Moi aussi, d'ailleurs, je pense que je me foutais de moi-même. Puis là, Puis tu voulais te mettre au monde aussi. Ben, je voulais me mettre au monde, puis ça marchait. Là, on gagnait super bien notre vie. C'était hyper excitant. Là. J'avais 16-17 ans, je gagnais plus que mes parents. J'étais énervé. Là. On était pas Moi, j'ai jamais été un big shot, mais... Je veux dire, j'avais mon char, puis je pimpais mon char, puis je sortais, puis on allait en vacances, puis j'allais déjà aux States, triper avec mes chums une fin de semaine. Puis j'étais indépendant, j'étais libre, alors que j'avais pas besoin. J'étais encore à la maison, je payais pas de loyer, mais je gagnais super bien ma vie. Puis ce beat-là, à un moment donné, tu fais OK, mais c'est ça que je veux. Je vais être en contrôle de ce que je fais.
Puis moi, c'est là que ma limite, elle arrête. C'est si je suis en contrôle, si j'ai la liberté de contrôler ce que je fais, j'en ai assez. Ouais. Ça prend-tu 12, 14, 32 portes? Ça prend-tu 2 restaurants, un restaurant? Ça prend-tu un REER de 100 000 ou de 100 millions? C'est comme, c'est assez relatif, ça, c'est flexible. Tu sais, je ne deviendrai jamais un mania de l'immobilier. C'est pas mon objectif. Je pense que je suis pas assez vaillant ou travaillant ou même peut-être ambitieux pour ça. C'est pas ça qui me drive. Ce qui me drive, c'est ma liberté. Ouais. Puis plus j'en donne à business, moins je suis libre. Mais plus j'en donne, plus j'ai des ressources. Les ressources amenant à la liberté. Il y a comme un équilibre. Il y a une danse, il y a une harmonie. Il y a une danse. Puis il y a des fois, je suis pas libre. Puis il y a des fois, je travaille. Puis là, après ça, puis à un moment donné, tout le monde fait « Mais là, t'as-tu travaillé cet été? Pas vraiment. Là. J'ai comme fait 10 jours, genre, dans l'été. Tu sais. Puis le monde me dit « Ah, c'est bien cool, tu sais. » Ouais, mais là, c'est septembre, puis là, ça pulse, tu sais. Puis en mai, l'année passée, là, je cherchais mon pas, là, j'étais en train de faire des menus, puis j'étais en train de réviser des processus, puis là, je travaille. Fait qu'il y a des moments pour travailler, je le fais. Il y a des moments pour en profiter, puis ça aussi, je le fais. Mais ultimement, tu dis que tu ne seras jamais un mania de l'immobilier, mais tu es le mania de ton empire à toi. Puis ça représente ce que... Tu sais, c'est ça que souvent les gens, je trouve que... J'ai les bruns dans Monopoly. Là. Oui, mais tu sais, justement, les gens, je pense que les investisseurs immobiliers, les gens qui nous écoutent en ce moment, s'ils peuvent ressortir avec quelque chose de vraiment de valeur, c'est de comprendre que arrêter de bâtir ou arrêter de croître puis de faire des choses en fonction des autres ou en fonction des normes de la société ou comme si c'était un concours, ultimement, c'est quoi toi tu veux, puis avec quoi tu vas être bien, puis tu sais, do you, comme ils disent en anglais, just do you. Mais je pense que c'est une des affaires super dures. Les gens ne savent pas qui ils sont. Exact. Puis ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ouais. Et ça amène à tout un tas de fausses conversations subséquentes. C'est clair. Parce que tu pars la course, tu te mets en fait à te déplacer avant de savoir où tu t'en vas. Wow. Tu sais, la planification, c'est comme un minimum. C'est quoi ton objectif? Ça prend une conscience d'esprit. Il faut être conscient par rapport à qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Puis ce qui est tough là-dedans, c'est que souvent, quand les gens commencent à réfléchir à ça, puis à essayer d'utiliser différentes manières pour devenir plus conscients, qui est une introspection en fait, souvent ils commencent par penser maintenant qu'ils sont conscients de qui ils sont. Puis ça, c'est encore pire parce que c'est une inconscience. Puis éventuellement, ils finissent par trouver. Puis c'est sûr qu'il y a de l'essai-erreur là-dedans. Puis ça change aussi. Là. Je pense pas que je suis la même personne que j'étais il y a 30 ans quand je suis parti en affaires. Là. Mes objectifs ont changé. Il y a 30 ans, je réfléchissais pas. Je me levais le matin puis je grindais jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à grinder. Puis là, je me couchais. Puis là, le lendemain, je repartais à grinder jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Là. J'ai fait ça pendant des années avant de réaliser que, ça va toujours repousser. Il va toujours avoir des affaires grindées. C'est-tu à moi toujours d'y aller? Non, c'est pas toujours à moi. Ça a-tu besoin d'être grindé? Non, pas vraiment. Pas aujourd'hui. On va faire ça une autre fois. Là, j'ai appris à doser, puis j'ai appris justement à prioriser, puis à planifier les étapes, à planifier le travail, à planifier les acquisitions. À travailler sur ton entreprise au lieu de travailler dedans. Exact. Ouais, et oui, des fois, il faut que tu ailles travailler dedans. Oui, puis j'ai travaillé dedans en masse, puis je vais travailler dedans noir et blanc, encore. Mais effectivement, travailler sûr, ça compte aussi. Prendre le temps de reculer un peu et de dire, OK, on fait quoi? Qui fait quoi? Je pense que tu ne peux jamais vraiment atteindre ce que tu veux réellement si tu n'arrives pas à cette réflexion-là. Tu sais, il y a du monde, j'en ai rencontré des propriétaires de blocs, là, ça fait 30-40 ans qu'ils font l'immobilier, mais ils n'ont comme jamais déclenché là-dessus. Ils sont encore en train de changer les bols de toilette le samedi matin. Puis ils sont encore en train d'aller collecter le premier, puis ils ne parlent pas entre le 30 et le 2 parce que faut qu'ils aillent collecter leurs 82 locataires à la main. Puis, écoute, c'est correct. Si c'est ça que tu veux faire, puis tu as besoin de cette proximité-là que tes locataires, peut-être, c'est valable, mais ultimement, ils n'ont jamais déclenché. Écoute, le 12-plex qu'on a acheté là, dans Hochelaga Maisonneuve, le monsieur, là, il devait avoir un 7-8 millions au moins d'actifs. Okay? Parce que j'ai vu son nom dans le registre, une coupe de place, puis il vendait plein de propriétés en même temps. Okay. Le premier du mois, là, au 50-20 Sainte-Catherine, l'appartement 1 était vacant, volontairement. Il s'est installé un bureau, une petite radio, puis une machine à café. Et il s'assoyait devant le bureau, le premier, puis il passait la journée là, puis quand le monde passait dans le corridor, il snappait pour le loyer. Ben voyons. Je te jure. Un monsieur de certain âge, là, un monsieur dans la soixantaine avancée, tous les premiers du mois, sur la rue Sainte-Catherine, assis dans le numéro 1.
Hey, on a tout fait le ménage, on t'a loué ça 550$ par mois, puis le monde il nous envoie des virements électroniques. Là. Ah oui. T'imagines-tu l'argent qu'il a laissé sur la table, ce monsieur-là? Ouais, c'est clair. Mais c'est une mentalité d'autrefois. Ouais. Puis ce qui est plate, c'est qu'il y a des gens qui écoutent en ce moment qui vont tout de suite arriver à la réflexion illogique qui est ouais, mais il valait quand même 8 millions, fait qu'il devait. Tu sais, ça peut marcher, mais en réalité, c'est que s'il s'était structuré, il aurait peut-être valu 30 millions, puis en plus, il aurait eu 3 fois plus de temps libre. Mais ça, je me disais, il aurait peut-être valu 8 millions aussi, mais il n'aurait pas travaillé le premier ça, du mois. c'est Là. clair. Alors, C'est clair. dans les deux cas, peu importe combien il valait, Ouais. le fait, c'est qu'il faisait un truc qu'il n'avait pas besoin de faire C'est parce clair. qu'il n'était pas structuré. Ouais. Parce que. Il n'avait pas pris un moment pour réfléchir à ça. Un moment pour se dire, j'augmentais la qualité de mes locataires au lieu de faire n'importe quoi. Tu sais. Ouais. Mais nous, c'est ça qu'on a fait. Là. Quand on a acheté, on a augmenté la qualité des locataires, puis on a eu une année-ish de transition. Puis après ça s'est mis à bien aller dans cet immeuble-là. C'était pas l'immeuble le problème, c'était le gestionnaire. Mais bon, ça a créé une opportunité. Tu sais. Lui, il fallait qu'il sorte de là. Il y avait un local de pute puis 2 dealers. Je veux dire, tu sais, puis tu verrais cet immeuble-là, tu te disais, voyons donc, pas là-dedans, tu sais. Moi, j'ai rien changé, là, grosso modo. J'en ai déjà vu des immeubles de même dans Hochelaga. Ouais. Mais non, mais le mien est propre. Ouais. C'est un bel immeuble, là, tu sais, ça a été restauré. C'était juste mal géré. Ça a juste mal géré, tu sais, puis toujours, tout ce temps-là, le gars qui vaut 8 millions, tu sais. Ouais. Mais c'était pas, je sais pas. Puis de se donner toute cette misère-là. Ouais, la misère. C'est clair. Un autre sujet, parle-moi, tu sais, parce que là, on a parlé beaucoup effectivement de coûts d'opportunité, puis plus d'introspection, puis de réfléchir à ce qu'on veut, nous, comme investisseur immobilier, nos objectifs et tout ça. Parle-moi du retour sur investissement, par exemple, dans le cas de la manière que tu agis avec tes locataires. Parce que, étant un restaurateur, tu dois être très client-centrique, comme on dit. C'est clair. C'est le cœur de ma pratique. Ouais. Quand je fais visiter, moi, je fais visiter les appartements parce que j'aime ça, voir le monde qui vont louer. Okay. Bon, j'en ai 14. Si j'en avais 140, je pourrais peut-être pas faire visiter toutes, mais... Fait que t'es un peu comme ton vendeur du premier. Là. Toi, t'es pas là le premier. Non, mais Non? En fait, oui puis non. Il y a des opérations que je considère que ma propre présence, là, fait la différence. Une valeur ajoutée. Une grosse valeur ajoutée. Exact. Une valeur ajoutée suffisante pour justifier que ça soit moi en exclusivité qui le fasse. Ça, c'est vraiment important. C'est une question à se poser en tout temps, je pense, Exact. comme entrepreneur, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est une action à forte valeur ajoutée? Moi, je pense que faire visiter puis connaître ses clients, c'est une affaire à super grosse valeur ajoutée. Ouais. Particulièrement au Québec, avec l'environnement légal de la Régie du logement dans lequel on est pogné. C'est clair. Faire un bon choix de locataire, aujourd'hui plus que jamais, c'est le jour et la nuit. C'est de choisir si tu veux avoir du succès ou juste des cauchemars. Puis tu sais, là, les trucs là, d'évincement, d'arrachage de portes, puis de je vais te péter à gueuler. C'est fini tout ça. Là, okay? C'est tout fini. L'autre pas fin, là, il passe encore à la TV là, après 42 jugements, puis des amendes, puis il y a encore un appart. Ouais. Fait que, arrêtez ça, là, arrêtez ça. Il faut les choisir comme il faut. Il ne faut pas laisser rentrer la vermine. C'est bien plus facile d'empêcher la vermine de rentrer que de la sortir une fois qu'elle est là. Particulièrement au Québec. Ça, c'est alors, clair. la haute valeur ajoutée, moi, je l'ai parce que je me promène avec les locataires, puis je fais le tour. Puis mon point de closing, tu sais, après ton sales pitch, là, quand je viens pour closer, là, puis là, je fais, c'est moi le propriétaire. Quand tu téléphones, c'est chez nous que ça sonne. Ouais. Pas au 3e sous-sol, dans le Chinatown à New York, là, un gars qui sait même pas c'est où, Montréal, sa map, là. Pas à Vancouver, dans une tour qui donne sur l'océan, que c'est un gars de Singapour qui a acheté sur un jeton, là. Non, c'est moi qui réponds. C'est moi qui donne le service. Puis là, le monde sont comme « Ah ouais ». Parce qu'ils en ont eu de ces propriétaires-là. Ouais. Ils en ont eu de ces propriétaires-là qui sont des gros groupes de capitaux, qui sont des gestionnaires impersonnalisés, qui sont des fois du monde qui s'en foutent, mais vraiment, littéralement, tu sais, et de la ville et de la qualité de vie du monde. Puis là, ben ça coule chez vous pendant 2 semaines et demie, puis t'es comme un peu coincé, puis là, le monde font comme « Ah ouais ». Puis ça, les gens apprécient ça. Ouais. Les gens apprécient de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du truc. Est-ce que ça peut aussi, par exemple, amener un autre ensemble de défis, comme justement d'avoir cette proximité-là et des locataires qui pourraient en abuser? Ou... Zéro. Non? Ben non, parce qu'après, je suis quand même un homme d'affaires. Tu sais. Ouais. Fait que si tu essayes d'en abuser, ben, tu te fais dire non. C'est ça. J'ai 3 enfants, 30 employés. Fait qu'en fait, j'ai 33 enfants. Ouais. Fait que c'est non.
La réponse, c'est non. Non, ça se peut pas. Texte-moi pas à 11h30 du soir pour me demander. Je réponds pas, on est sur night shift anyway, je suis même pas là. Si c'est en train de brûler, appelle les pompiers, right? Puis si c'est déjà brûlé, ben il se passera plus rien entre 17 puis demain matin. Ouais. Fait que c'est le téléphone sur le night shift entre 9h et 8h. Pas entre 11 puis 7. Là. Ouais. Entre 9 puis 8, il n'y en a pas de réponse. Ça s'en va tout, ça boîte vocale. Je m'occupe de ça entre les deux. Mais le monde le savent. En échange, puis là, c'est là, moi, je trouve que ça devient hyper payant. Ouais. L'été passé, il y avait des travaux dans ma ruelle. Il y a un camion de livraison qui a accroché le coin de l'immeuble. Okay. Il y a 3 locataires qui m'ont téléphoné pour me dire « Hey, il y a un gars qui a accroché ta ruelle, il a pété de la brique, blablabla. » Puis il y en a un qui m'a envoyé la photo du truck, la plaque minéralogique, puis la carte d'affaires du gars qui avait intercepté dans la ruelle. Ah ouais? Hey, ils sont pas obligés de faire ça, là. Non. Il n'y a pas personne qui était obligé, là, tout le monde aurait pu faire, on s'en crée, ça s'arrangeront. Puis je serais revenu 2 semaines après, puis il y aurait eu des briques d'arracher sur mon immeuble. Puis j'aurais fait, hey, c'est qui a arraché ça? Ouais. Puis ça m'aurait coûté 1000-ish pour faire réparer. Tu sais, les gens. Fait que le retour sur investissement de bien traiter tes locataires, il est là. Énorme. Puis tu sais, je leur dis tout le temps, tu m'appelles. Dès que ça coule, tu m'appelles. Hey, quand ça coule là, dans une toilette, là, c'est 35$ 15 minutes. OK? On change la flotte, là, c'est fini. Là. Quand tu m'appelles pas, là, c'est 35 000 3 semaines. Ouais. Parce que là, ça a coulé, ça a défoncé le plancher, ça a scrappé le J-Proc, ça a pourri la laine, puis là, on ouvre, puis là, il y a des champignons, puis là, il y avait une patch d'amiante. That's it, c'est fini, man, c'est la catastrophe. Ça coule, appelle-moi, s'il vous plaît. Ouais. Ça flush mal, appelle-moi. Mais ça, c'est la vraie discussion, parce qu'on entend sur l'histoire de mon oncle, il y a des blocs, ils appellent le samedi matin à 3h du matin pour une toilette de boucher. En même temps, quelque part, c'est quoi, comme tu dis, j'aime mieux qu'ils m'appellent. Mais moi, il ne m'appelle pas à 3 h du matin. C'est ça. Mais on a parce réussi... que tu as le système en place, parce qu'on a réussi à se mettre en tête aussi, tout le monde, qu'on est des humains. Là. Ouais. C'est à moi que tu vas parler. C'est clair. Si tu fais sonner mon téléphone à 3 h du matin, c'est moi qui réponds. C'est mieux d'être grave. Ben, en tout cas, il faudrait que tu y aies pensé au moins une fois ou deux avant de téléphoner. Mais de toute façon, ça ne sonnera pas dans mon cas à moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un respect mutuel qui s'installe. Tu sais. Quand j'ai des nouveaux locataires, à chaque emménagement, j'amène une bouteille à tout le monde. Mais je prends le temps de choisir une bouteille qui va avec le style du locataire, ou en tout cas, à tout le moins, ce que j'en ai perçu. J'achète pas 40 bouteilles pareilles, puis là, j'ai les ai chez nous. Non, je prends le temps. Les autres, ça va être du rhum. Oh, deux petites filles, envoie le gin, les gin tonic, c'est fun, les filles aiment ça. OK, le français, envoie une bonne bouteille de pastis. Tu sais. J'achète pas le pastis Ricard à 26$ qui goûte la térébenthine. J'y amène un Ribardouin à 40. Là, le gars, il est comme, ah putain, il est génial celui-là. Puis là, mais ce gars-là, il m'aime, là. Je suis son ami, tu comprends? Quand il a attendu 1 semaine et demie pour avoir le plombier, pour faire placer son lave-vaisselle, blablabla, il m'a pas crié après. Ouais. Il n'a pas été impatient, il n'était pas, tu sais... Mais ça, c'est... On fait du service à la clientèle, on est des humains, on va se tromper. Ouais. Mais quand on est fin, tout le monde accepte que l'autre se trompe. C'est clair. Si tu m'énerves, je deviens totalement intolérant, puis intransigeant, puis je deviens, tu sais... Alors, je trouve que le retour sur l'investissement est énorme de s'occuper de la clientèle. Moi, je m'occupe de mes clients depuis 25 ans, 26 ans à l'auberge, pour le Cabaret du Roi. C'est juste ça qu'on fait. On fait juste du service à la clientèle. Le monde pense qu'il paye pour les sandwichs. Tu ne payes pas pour les sandwichs, tu payes pour le service. Pour l'expérience. Des sandwichs, il y en a partout, man. Des bières, il y en a au dépanneur. Il y en a probablement dans ton frigo. Pourquoi tu viens payer la mienne? Parce qu'on t'offre du service. C'est clair. Alors, je vois ça la même chose. Moi, tu sais, les locataires, j'appelle même pas ça des locataires, j'appelle ça des clients. Là. Absolument. Puis je pense que c'est des clients, puis les gens louent des apparts. Moi, je loue des chambres à l'année. C'est un hôtel. On loue des hôtels, on est dans l'hôtellerie. Réalisez ça, tout le monde à la maison, là, vous êtes dans l'hôtellerie. Vous n'êtes pas dans l'immobilier. Tu sais, oui, mais non, là. Puis de plus en plus, on s'en va vers cette vision-là de l'hôtellerie, avec les services intégrés, avec les communautés de vie, avec des immeubles qui contiennent des parcs, qui contiennent des piscines, qui contiennent des espaces communs où les gens peuvent louer, utiliser. Et je pense que ça va se développer beaucoup. Les jeunes, les millennials principalement, veulent ça. Ils veulent vivre à l'hôtel, ils veulent avoir des super vies, ils ont des super salaires, ils ont des super skills, ils ont des talents, mais pas là-dedans. Ouais. Ils veulent pas passer la tondeuse, ils veulent pas s'occuper de la piscine, mais ils veulent se baigner, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont au parc, mais s'il y avait une piscine dans l'immeuble, ben, peut-être que ce serait mieux pour eux autres, tu sais. Ouais. Puis ils veulent pas payer, ils veulent pas payer, mais ils veulent pas s'occuper de payer. Ils veulent pas faire la quincaillerie alentour de ça. Millennials aiment bien mieux payer 1500$ d'un coup à un monsieur que de payer 1000$, puis 100$, 100$, 100$, puis il est épuisé, man. Il faut qu'il fasse des transactions.
Pas le temps Trop de faire compliqué, ça, trop d'organisation. Ça ne tente pas, ça vient égruger sa qualité de vie. Tu sais, on a parlé de qualité de vie tout à l'heure. S'il y a une génération pour qui la qualité de vie est super importante, c'est celle-là. Ça, c'est clair. Puis toutes les études le démontrent. Ben, j'ai pas besoin d'études, man, c'est mes employés. C'est ça. Les études, c'est moi l'étude. Tu l'as l'expérience. Moi, je l'ai. Ils sont là, ils sont dans ma face, ils travaillent pour moi. Pourquoi ils restent chez nous? Parce qu'on fait des parties. Pourquoi ils restent chez nous? Parce que la bière est 50 après la job, au lieu du restaurant français qui crisse tout le monde dehors parce qu'il veut pas voir. Il veut voir les employés traîner, là. Allez, allez. Ah oui, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font, tes employés? Ils viennent travailler chez nous. Puis au lieu de rester 5 semaines, ben, il reste 5 ans, moi, dans ma boîte. Ouais. C'est ça, d'être centré sur le client, exact. Centré sur ton équipe. Puis centré sur le staff, ça devient naturel à un moment donné. Tu t'occupes des clients, Quand tu t'occupes du monde, tu t'occupes du monde. C'est pas sélectif, cette affaire-là. Tu n'arrêtes pas de t'occuper de ce monde-là parce qu'ils ont changé de catégorie. Non, là, c'est sûr. Fait que c'est un truc que j'ai appris en restauration, d'être généreux. Je suis fondamentalement généreux, je pense. Je suis généreux tout le temps. Je suis généreux avec tout le monde. Ça revient toujours. Ça revient pas toujours égal, là. Si je te donne 100$, tu ne vas pas nécessairement me donner 100$, mais peut-être que la fois que je vais avoir besoin d'un trailer, tu vas être là, puis tu vas venir avec moi, puis tu vas m'aider à transporter mes meubles. Ouais. Puis là, si tu te mets à toujours compter, puis ça, c'est une affaire que en immobilier, des fois, ça me chatouille un peu de dire, ouais, ben là, je te fais une nouvelle cuisine, il faut que je répartisse ça sur 5 ans, fait que là, ben, ça va être 23$ de plus par mois. Ouais. Calme-toi, là. Mets-y un 15 à lui qui est là depuis toujours. Au changement, tu mettras un 35. Ça va tout se rebalancer. Ce gars-là, il ne va pas s'en aller nécessairement. Tu sais, il y a comme un moment donné Il y a où... une élasticité aussi. Là, Il faut, là, tu sais, si tu restes trop pris dans le carcan du chiffre, quand tu travailles avec des humains, ça va mourir. C'est clair. Moi, j'en ai pas de clients que c'est des robots. OK? J'en ai pas. Ouais. Il n'y a pas un robot qui vient manger dans mon restaurant, puis il n'y a pas un robot qui habite un de mes immeubles. C'est tous des humains. Puis ces humains-là, ben, ils ont des émotions, puis on est comme un peu obligé d'en tenir compte. En fait, on n'est pas obligé d'en tenir compte, mais il y a une conséquence à ne pas en tenir compte. Moi, j'en tiens compte. Puis il y a une élasticité dans faire notre profit, être rentable, avoir un retour sur investissement, mais également aussi, ça prend des clients pour pouvoir faire ça, puis on l'oublie. C'est comme dans un resto. Si ça te coûte 5$ faire le repas, c'est sûr que tu ne chargeras pas 5$ parce que tu n'arriveras pas. Ouais. Mais en même temps, si tu dis je veux charger 20, mais à 20, il n'y a personne qui vient chez vous, mais à 15, oui, bien, c'est 15 le prix, même si la marge de profit statistique était supposée être à 20. Moi, puis je vais aller un coup plus loin que ça, parce que ça, c'est le rendement sur un repas. Ouais. Et le repas d'aujourd'hui est déjà vendu. Le restaurant, il est plein. Les mondes sont là. C'est réglé. Demain, on va-tu vendre un repas? Ouais. Alors, le gars qui vient ici, même s'il accepterait de payer 20$, mais que c'est un rip-off, demain, il n'est plus là. C'est clair. Puis ça, c'est la même chose dans l'immobilier. Tu sais, le gars que tu rip-off une année, que tu lui donnes pas de service ou que tu l'augmentes abusivement, Tu le perds à vie. ben, tu le perds à vie, puis là, ben, il s'en va. Puis il en parle à d'autres. Puis ça coûte de l'argent rentrer un nouveau locataire. C'est cher, là. Tu sais, la recherche, les coûts de location, le temps. Des fois, tu es obligé de faire des travaux parce que, tu sais, le gars vivait dans un appart qui avait, mettons, un peu magané, mais c'était lui, fait qu'il disait rien. Oh, puis il y a un nouveau gars qui arrive, ben là, tu es obligé de repeindre. Ou tu sais, un appartement vide, là, c'est cher à remettre en location, là. Tu sais, puis si tu ventiles ça sur les mois que tu as perdus ou sur la vie de l'appartement, ça revient pas, là. Ah non, c'est sûr. Fait que, tu sais, moi, j'ai souvent des références de locataires qui me disent « Hey, là, cette année, si les gars à côté s'en vont d'immoler, j'ai des chums qui veulent venir, ils sont venus chez nous, puis là, ils trouvent ça super trippant, puis ils aiment le quartier, puis, tu sais, ils savent que t'es cool, puis... Hey, facile, là. Ah oui. On ouvre la saison des relocations, on a à moitié des vacants qui sont déjà reloués par des références d'amis, puis là, oups, t'es rendu sur le même étage avec trois locataires qui se connaissent. Il n'y en a-tu plus jamais des problèmes? Là? Non, c'est clair. Le monde, il ne s'engueule pas. Là. Le monde, il ne se crie pas après. Le monde, il ne se lance pas des roches. Parce que, tu sais, au Québec, on est responsable de ça aussi. Là. Ouais. La pleine jouissance du lieu loué. Ouais. Moi, cette expression-là, des fois, si je me réveille la nuit pour la crier, le législateur nous Tu t'es force. ramassé à la régie une couple de fois, je pense? Non, je me suis pas ramassé à la régie une couple de fois parce que je l'ai pogné. Parce que tu l'as en tête. Je l'ai en tête, mais tu sais, j'ai un tire-poids pour faire respecter l'ordre dans mon immeuble. Alors, quand le monde se connaisse, quand le monde entretienne des liens inter-étages, quand, tu sais qu'en haut, c'est Francis, là. Ouais. Puis tu sais qu'en haut de Francis, c'est Sophie. C'est important, je te dis non tout le monde, là. Marque-les dans ton cahier, là, parce que quand ça va mal aller, là, si tu appelles le 911, je suis très, très déçu. Là. Ouais. Appelle Francis. Ouais. Francis, c'est un humain comme toi, puis il se lève jamais le matin en se disant « Ah, toi, tu vas te faire chier, là. Non, Tu vas te faire chier toute la journée. » Il s'en rend pas compte, probablement. Il n'a pas pensé. Il n'a pas pensé, mais il s'en rend pas compte. Il s'était pas rendu compte qu'il est rendu 11h du soir, il écoute encore de la musique, puis qu'il ne sait pas que tu l'entends. Il sait même pas que tu es là, peut-être, parce que, tu sais... Alors, non, je pense que ça, c'est un truc qui est souvent oublié, qui est souvent écarté de la discussion. On parle beaucoup de financement, on parle de retour, on parle d'un paquet de trucs très techniques, et c'est super important, parce
Parce que moi, ça, c'est ce que j'ai appris avec toi puis avec l'AMREX, des affaires des notions que je n'avais pas aussi pointues. Ouais. Mais toute l'autre portion, la portion avec laquelle je suis arrivé dans ce projet-là, par mon métier, c'est une portion qui, selon moi, aussi, sinon... c'est aussi important. C'est très, très important clair, dans le succès puis dans le confort que les investisseurs vont avoir à travailler dans ce business-là. C'est pour ça qu'on dit, c'est une entreprise. Un bloc, oui, il y a des chiffres, puis c'est un marché financier, mais c'est pas juste un placement boursier. On achète une business. Il faut être PDG de cette société-là, justement. Ouais. C'est pas très actif, mais c'est pas non plus totalement passif. Exact, c'est ça. Écoute, je pense qu'on aurait pu continuer à parler pendant des heures. On a tout le temps plein de sujets sur lesquels on peut divaguer, mais déjà, on est rendu à la fin de l'épisode. Fait que je te remercie énormément pour ta générosité. C'est vrai que tu es un gars généreux, puis tu as été généreux encore avec ton temps et tes conseils. Puis j'espère que tu vas revenir. Avec plaisir. On va faire un autre épisode ensemble, c'est sûr. On a plein d'autres sujets à jaser. Puis pour les gens qui écoutent, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous avez aimé l'entrevue avec Martin. Puis vous êtes venu d'aller à son restaurant si vous êtes jamais allé. L'Auberge du Dragon Rouge à Montréal. All right. Salut, bonne semaine tout le monde. Merci, bye, salut. Martin.